Si les histoires et les légendes sont nombreuses, s'entrecoupent et parfois se contredisent, une chose est sûre, la bière est l'une des boissons fermentées les plus anciennes. On en retrouve les premières traces en Mésopotamie au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Quant à son origine, les théories diffèrent et chacun choisira l'histoire qui lui parle le plus. Qu'elle soit le fruit d'une recette de pain raté ou qu'elle ait été inventée pour rendre l'eau potable, difficile de connaître l'histoire du brassin originel. S'il est probablement impossible de savoir comment la première bière a été brassée, nous n'en sommes pas moins curieux de découvrir comment nos invités du jour sont tombés dans la marmite et ont donné naissance à leur première bière. Bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir intitulé Céréales Killer. Aujourd'hui, on avait envie de parler de bière et de première fois, de la première gorgée de bière jusqu'au premier brassin. Comment est-ce que cette boisson a séduit Eva, alias Miss Cubir, acheteuse bière pour Coca, et Chris, aka Crispy, maître brasseur de la toute jeune brasserie Crew, qui se trouve juste en dessous de nos pieds. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Je vais tout de suite passer la parole à Jean, mais juste pour introduire un petit peu, on va commencer par discuter un petit peu de comment vous êtes rentré dans le milieu de la bière, et puis après on arrivera bien évidemment dans le vif du sujet, la brasserie Crew. Voilà, Jean, je te laisse tout de suite la parole. Merci. Bon, du coup, la première question et la plus évidente, c'est comment vous avez mis le nez dans la bière, comment vous avez commencé votre aventure avec la bière tous les deux. Je sais pas, je te laisse. Ok, ouais. Alors moi j'ai grandi dans la campagne en Irlande, parmi des amis et tout ça. Puis on a joué la musique ensemble, on a rigolé un peu. Et puis moi j'ai trouvé le moyen d'expérimenter un peu avec la bière. J'ai commencé à fermenter des choses. Principalement, la première fermentation, c'était des cidres. Et puis, ça c'est la première chose qui m'a fait vivre l'idée de fermenter, faire l'alcool et tout ça, c'était le pâtage. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais quitté moi, genre le fait de créer... Du coup, t'avais quel âge quand t'as commencé? 14 ans. 14? C'était j'étais chez moi, mes parents sont partis, moi j'ai commencé de bricoler des choses dans la cuisine, puis ma mère est rentrée, puis « Ah, mais tu commences à cuisiner !» Oui, c'est ça. Un porridge. Et puis, cette idée de partager avec les gens, ça ne m'a jamais quitté, ça reste toujours une passion pour moi qui arrive jusqu'à maintenant. Et puis à fermenter, à brasser les choses, c'est une passion qui est devenue très tôt et puis reste jusqu'à présent. Et puis, c'est super d'avoir sa passion comme ça qui se développe aussitôt. Oui. Du coup, toi, Eva, comment ça arrivé la bière? Bon, moi j'ai attendu mes 16 ans, tout en légalité, avant d'attaquer l'alcool, la consommation. Dans un premier temps, quand moi je jouais à la maison, c'était plutôt à la distillation. J'avais mon mini kit de distillation. Donc je comptais déjà sur des gens qui ont fait fermenter quelque chose avant, jusqu'à ce que j'ai pu le reprendre pour mettre dans mon petit appareil. Et après, c'est pas du côté production, c'est plutôt du côté suivre un intérêt globalement pour toutes les bonnes choses, un intérêt pour tout ce qui fermente, mais plutôt le produit fini de mon côté, du côté de la bière. Parce que toute ma formation, je l'ai fait dans le vin. Donc, c'est là où j'ai appris à faire fermenter du jus de raisin plutôt que du mou de bière. Mais aussi, toujours en parallèle de ma formation et de mon parcours dans le vin, il y a toujours eu des gens à côté qui ont été impliqués dans la bière avec soit un intérêt ou soit aussi déjà des toutes petites brasseries que j'ai eu contact déjà très tôt. Donc en fait, c'était toujours un peu en parallèle, mais clairement d'un point de vue formation, c'était justement, c'était une question que j'avais parce que tu as une formation d'onologue et justement comment tu étais passé à la bière. Mais bon, si ça a toujours été en parallèle, c'était peut-être... Oui, en fait, c'était par exemple, j'ai fait un CFC de caviste. Et là, déjà, si on compare le métier de brasseur et de caviste, je dirais déjà en termes de nettoyage, il y a beaucoup de similitudes. On fait que ça. On nettoie beaucoup. Il y a aussi côté analytique, le côté labo. Donc, je dirais c'est des métiers peut-être de base ou aussi à l'école de métier. Déjà, on se partageait l'école avec les gens qui étaient axés bière aussi. Donc,
Oui, il y a quand même beaucoup de similitudes. Il y a peut-être parfois quelqu'un qui dit « Ah non, j'aime vraiment que le vin, mais pas la bière » ou l'inverse. Mais je dirais globalement, si on est ouvert, et j'ai toujours eu cette chance d'être de base ouverte et aussi stimulée par plein de gens autour. Donc si on a cette ouverture, tout ce qui fermente et tout ce qui est bon, ça attire son intérêt. C'est vrai que de temps en temps, on a un peu cette antagonie entre le vin et la bière. Et du coup, ça a amené sur une question. Est-ce que vous pensez qu'on forme assez les sommeliers sur la bière? Parce que sommellerie, généralement, on pense tout de suite au vin et plus rarement aux autres alcools, alors qu'on peut l'étendre à la bière et tous les autres, je pense. Ouais, moi j'ai envie de dire oui, et j'ai envie de dire on a un super exemple avec Marion ici autour de la table qui est une sommelière formée et qui fait pour moi partie de ces gens qui a justement cette ouverture. On se partage finalement une ouverture et ça s'étend plus loin aussi. Voilà, Chris a cité le cidre, donc le cidre aussi, toutes ces bonnes choses, et ça mérite d'être mis en valeur, et c'est clairement par la table et quelqu'un qui stimule, et c'est là aussi il y a tout à fait pour moi ces possibilités de combiner. Un repas ne doit pas forcément être axé juste l'un ou l'autre, ça peut être vraiment, on peut passer de tous les univers de boissons fermentées autour d'un repas par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a quand même enfin, moi, je m'intéresse énormément à la bière, notamment depuis que je travaille chez Coca et principalement pour Cubir. Dans les écoles de sommellerie, c'est vrai qu'il y a encore, à mon avis, un petit peu de travail à faire de sensibilisation. Quand on pense sommellerie, en premier lieu, on pense au vin et finalement, on délaisse un petit peu la bière. Mais c'est vrai que je vois pas mal de mes camarades de classe, ex-camarades de classe sommeliers, qui s'intéressent de plus en plus. J'ai un contact, là, je voyais qu'elle se formait récemment au métier plus axé bière, et je trouve ça vraiment chouette. Je pense que les choses sont en train de bouger par rapport à ça aussi, quoi. Mais c'est toujours intéressant. Et moi, j'avais une petite question pour vous aussi. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre première gorgée de bière? La toute première bière que vous avez goûtée? Est-ce que c'était agréable? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça? J'imagine, moi, c'était pas un kiff-kiff tout de suite. Mais ouais, je rappelle la première fois quand j'ai bu une bière qui m'a fait rêver. Et ça, c'était plutôt genre une première partie en ville à Dublin. Pour moi, c'était genre quand même 2 heures de route en bus et tout ça. Et puis j'étais là avec une pote, et puis on a visité une bar à bière. Genre, la bière pour moi, c'était cette histoire de brasser à la maison et boire des choses pas super haute qualité. Sauf que cette fois-là, quand j'étais à Dublin, le frère de mon pote, ils ont fait venir visiter un bar à bière à Dublin. Et puis j'ai choisi, genre, aveugle, une bière sur la carte, et c'était une Schneider Weiss. Jamais goûté une bière blanche dans ma vie avant ça. Genre, si je compare à l'expérience houblon, malt, l'eau, tout ça, avant ça, c'était les bières blondes, pas forcément bonnes. Mais là, c'était quelque chose qui m'a explosé. Une bière pour être ça, genre avec les ingrédients de la même chose, juste le process, juste la température qui change. C'est vraiment là qui fait ah oui, mais je dois aller plus loin avec cette idée de fermenter, brasser des choses. Et puis c'était ça. Et puis je suis pas un grand buveur de bière blanche là maintenant, mais ça reste quand même quelque chose d'expérimenter, de goûter des autres choses comme ça. Et toi, Eva? Alors, moi, c'est drôle parce que tu vas rire. C'était à Drumshambo. Tu vois où c'est en Irlande? Alors, c'est un petit village en Irlande. On allait en vacances 2 étés de suite avec mon frère et ma maman. Et c'était ce genre de village où il y avait vraiment la caricature d'un village irlandais pour moi, avec le pub au milieu du village, en plein été, et tout le monde était dehors. Et en fait, nous, en tant qu'enfants, moi j'avais 14 ans, on était fans des affiches de Guinness. Donc en fait,
tout le temps on guignait dessus, on essaie de négocier que ceux qui en avaient dans les bars ou comme ça aussi dans les magasins qui nous ont donné, on a placardé nos chambres avec. Ouais. Et du coup aussi, c'était du coup c'est de pouvoir tremper les lèvres, de pouvoir goûter à une Guinness avec cette mousse. On avait principalement la mousse nous, mais ça c'est ma première expérience de bière avec du coup tout de suite aussi ce côté convivial que toi t'as mentionné tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et celle qui vous a convaincu que vous alliez travailler dans le milieu, il y en a une particulièrement qui a déclenché cette envie de devenir brasseur pour toi, acheteuse bière pour toi, Eva? Moi, je n'ai pas un déclencheur. Si, j'ai des déclencheurs dans le sens que, à un moment donné, pas à un moment donné, assez rapidement aussi, mais dû à ma formation dans le vin, c'est de chercher qui fait bien, qui fait bon, où il y a les pépites. Et du coup, ça, naturellement, je l'avais pour la bière aussi. Et c'est de là, à l'époque, donc on parle vraiment de 20 ans en arrière, c'était par exemple un paramètre qui était assez rare en Suisse, c'était l'amertume prononcée, par exemple. Donc, pour moi, à un moment donné, c'était d'aller amplifier les sensations et ça passait par l'amertume. Donc, pour vous citer un exemple, en bière amère que je buvais, j'aimais bien boire à l'époque, c'était la Jever de l'Allemagne du Nord, ou du coup de découvrir ce qui se passait en Angleterre en termes vraiment d'amertume. Et là, rapidement, on se retrouvait confronté à des petites structures, des petites brasseries, et du coup, rapidement aussi au mouvement de la bière artisanale, finalement. Donc, et ça, c'est clairement quelque chose qui est passionnant pour moi, toujours, parce qu'il y a eu du coup beaucoup plus d'identité derrière une bière. Ouais. Est-ce que c'est un paramètre qui est important pour moi dans toutes sortes de boissons, à nouveau, d'avoir quelqu'un derrière identifiable. Puis pour moi, c'est devenu un peu cliché dans le monde des brasseurs, mais la bière qui m'a fait rêver autour du houblon, par exemple, c'était la Sierra Nevada. Puis on avait en Irlande à l'époque une super bon nom distributeur qui a fait venir la Sierra Nevada, Odell's, toutes les choses comme ça. Mais à ce point-là, déjà réfrigéré, lutté dur pour des choses. Et puis, moi, à ce point-là, je n'ai pas compté les valeurs qui étaient déjà mises en place, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on implique là avec Q-Beer, Crew, tout ça. C'est la réfrigération, l'importance de ça. Mais je rappelle fortement la première fois que j'ai goûté le Sierra Nevada et c'était moitié dur parce que j'ai jamais goûté une bière autant de mer à ce point-là. Et puis aussi intéressant parce que c'est des arômes, c'est des expressions de houblon qu'on n'a jamais goûté avant. Et puis ouais. Okay, oui, du coup, c'était... on voit que la bière, c'est quand même à la base une boisson très populaire et qu'elle est peut-être devenue un peu plus niche avec le mouvement justement de la bière artisanale et des petites brasseries. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Justement, ça permet de découvrir peut-être des bières avec plus de caractère que celles proposées par les grandes maisons et les grandes brasseries. Ouais, je sais pas. Moi, je fais pas forcément la différence entre petites et grandes brasseries à un moment donné, parce qu'il faut relativiser parfois un petit peu où on met. Voilà, c'est pas forcément des échelles très claires selon comment on définit. Où il y a des brasseries peut-être qui ont grandi aussi, qui ont été tout petits mais qui ont grandi, et c'est une bonne chose parce qu'ils se sont plus développés. Donc du coup le petit grand, c'est parfois un peu peut-être difficile, en tout cas pour moi. Peut-être Chris, toi tu as une autre échelle pour classer, mais à ce stade, j'ai envie de dire, il y a des grosses brasseries, on peut dire, qui font pas mal de volume, qu'on classe peut-être pas tout de suite dans la petite brasserie, mais qui ont par exemple une constance incroyable. Peut-être on peut penser à des pays traditionnels brassicoles, comme par exemple l'Allemagne, où c'est une précision ultime, avec une grosse taille, mais quand même un savoir-faire et un engagement qui est tout à fait ce que nous, on peut considérer comme artisanal. Du coup, en fait, si on met tout ça ensemble, oui, en fait, la diversité est clairement là. Donc, et oui, chacun contribue, mais je dirais pas forcément, c'est difficile de faire la différence parfois entre grand et petit. Je sais pas si... Ouais, mais la bière, c'est un produit qui, tu peux avoir une centaine de brasseurs avec la même recette,
juste la recette, ils vont appliquer leur process, ils vont appliquer leur lot, ils vont appliquer toute leur façon de faire et ça va sortir avec son recette, son bière différente, même avec la même recette. Donc, il y a le grand et le petit. J'ai vu plein de grands brasseurs qui font la mauvaise bière, j'ai vu plein de petites brasseurs qui font le incroyable et puis l'inverse aussi. Donc, c'est vraiment genre, la bière qui fait rêver, les bières qui font les différences, c'est genre presque électrique, presque ouais, quelque chose de spécial. Ouais. C'est souvent les gens qui gèrent bien leur process, leurs ingrédients et aussi juste leur façon de faire, genre que ça arrive dans le verre. Ouais, des fois, c'est pas lié avec la taille, mais c'est vrai, avec le grand brasseur, peut-être il y a plus de moyens d'investir plus sur la qualité. Donc, quand on trouve les petits brasseurs qui font la bière exceptionnelle, des fois, c'est plus valorisé parce que c'est dur de faire des choses sans le matériel ou l'équipement pour justifier derrière. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est ce genre de bière qui... Ouais. Oui, elle a le petit plus et ça rentre tout de suite dans le cœur. On est juste là, waouh. Justement, ça représente quoi pour vous la bière en dehors du travail, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours? Justement, s'il y a des étincelles comme ça avec les... Bah, je crois qu'on n'a pas le bouton on-off, donc en fait, on n'a pas ça et je dirais vous, dans vos métiers non plus, c'est pas... Non, clairement, ça fait partie de ce genre de métier que c'est étroitement lié, en fait. Si on n'aime pas et si ça coule pas dans son sang, ce qu'on aime faire, je pense que c'est très difficile d'avoir l'ultime plaisir et de vraiment aller au bout et d'avoir pouvoir vraiment à fond vivre ce moment de plaisir ou de découverte. Donc moi, je peux parler... Pour moi, c'est tout le temps là, en fait. Ça réfléchit tout le temps, on goûte tout le temps. Oui, c'est stimulant en plus, en fait. Tu peux me stimuler en permanence quand tu as une passion comme ça, et ça, c'est chouette, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Genre, c'est quoi genre... Dans ton quotidien, ça représente quoi, la bière? Ça dépend, genre... La chose le plus attirante pour la bière, moi, c'est genre la convivialité, la communauté, tout ça. Genre, l'idée de... J'ai plein de mémoires genre, en Irlande, forcément, de boire le porter avec la belle mousse et tout ça. Genre. Mais ça, c'est une bière que je peux avoir devant moi et puis penser rien. Ouais. Et puis, juste focaliser sur la conversation, tout ça, c'est incroyable. Mais j'ai aussi des mémoires, genre... surtout avec le voyage, pour expérimenter les autres cultures de bière et tout ça. Genre au Belgique, l'idée d'être dans un café ensoleillé avec un orval dans un verre, parlant avec le local, genre toutes les choses là, ça me fait ah mais la bière c'est quand même bon, genre à partager avec les gens. Ça c'est... Mais pour moi c'est important d'avoir les deux en fait, genre la bière que je peux avoir devant moi et puis goûter et puis rien penser parce que souvent quand tu bosses dans le milieu c'est dur, genre t'analyses tout à chaque fois que tu prends une gorgée de quelque chose. Puis c'est dès que tu finis le boulot t'as pas envie d'analyser encore parce que t'es fatigué. Mais c'est aussi bien d'avoir les bières qui font un peu les deux, genre les bières qui existent, tu bois, elle laisse à côté, mais dès que tu veux prendre un moment, si la conversation est un peu plus tranquille, mais c'est quand même bon, je sens ça, mais tu peux laisser de côté, puis ça c'est quelque chose que j'aime bien. Super. Je vous propose qu'on parle un petit peu de premier brassin, de savoir un petit peu comment s'est passé. Eva aussi a une petite expérience de brasseuse, il me semble. Donc voilà, j'avais envie que vous nous racontiez un petit peu comment s'est passée la toute première bière que vous avez brassée. Moi, j'en ai brassé une fois sur un kit, avec Eva d'ailleurs, et ces bières ont explosé. Mais voilà, on attendait juste un petit peu de votre côté, de savoir comment s'était passée l'expérience. Voilà, là, je te laisse, parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, mais les années jeunes, il y avait beaucoup d'expérimentation bons et mauvais. Mais quand j'ai commencé mon carrière professionnelle, c'était aussi assez tôt, genre à ma fin de 20 ans, 21 ans.
j'ai commencé en Irlande comme brasseur professionnel avec un manque de communication presque parce que j'ai appliqué pour un poste dans une bar à bière. Et enfin, je finis avec une poste maître brasseur avec 2 semaines de différence entre deux. Cette histoire est géniale. Genre, en appliquant pour un poste brasseur, poste bar à bière. Le serveur, ouais. Ouais. Et puis, enfin, ça arrivait à... J'ai pensé que j'étais en train de faire un entretien pour une genre assistante brasseur. Sauf que j'ai fait 3 jours avec le brasseur à l'époque là-bas. Et puis, sur la fin du 3e jour, j'ai brassé la première bière et tout ça. Il m'a filé les clés et puis bonne chance. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du feu, quoi. Ouais. Mais je le rappelle, genre, en brassant à la maison, c'était souvent avec les extras et tout ça. Puis là, vraiment, c'était la première fois que j'ai A à Z concassé le malt, genre mélangé tout, genre vraiment la main sale avec les choses. Et j'ai tout de suite senti le feu en moi. Ah oui, c'est fini. Ouais, ah, je veux génial. faire ça. Et puis, c'était dur, genre, à 21 ans, à recevoir les clés pour gérer une brasserie, c'était, ouais, genre, compliqué. Mais enfin, j'ai réussi et cette feu n'a jamais quitté, sauf que, genre, 11 ans après, ça changeait les techniques, genre, plus le brasserie un peu plus automatisé et tout ça, mais j'ai toujours le bon rappel de la première brasserie qui m'a fait rêver d'engager comme un métier, quoi. Génial. Et toi, Eva, tu te rappelles un petit peu de la première fois que tu as brassé une bière? Alors, en fait, je peux pas... Je m'avancerai pas à dire que j'ai vraiment brassé une bière parce que c'est vraiment quelque chose... oui, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut laisser à ceux qui savent faire. Et peut-être une fois, j'irai faire un stage chez Chris et je rattraperai. Je sais beaucoup de choses, mais si toi, tu me files les clés, là, je suis pas sûre ce qui va sortir 2 semaines après. Donc, moi, j'avais un petit mandat, par contre, de nettoyage de keg et de nettoyage de cuve de fermentation pendant mon apprentissage de caviste. C'était pour améliorer mon salaire d'apprenti. Il y avait, et c'est vraiment chou parce que ça fait partie de ces genres de petites brasseries qui sont là, qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont là dans le village où j'ai fait l'apprentissage. Et du coup, il n'y avait qu'une bière qui était brassée. Et le brasseur, c'était vraiment occasionnellement et il n'avait pas trop envie de nettoyer. Et du coup, il a bien vu que justement, en tant que caviste, j'étais bien calé nettoyage. Donc, en fait, j'avais toujours un champ de keg à la cave à vin que j'ai nettoyé. Donc, si Chris a une fois besoin de conseils ou de l'aide... Si tu as besoin d'une assistante, voilà. Pour te nettoyer. Non, mais donc en fait, ça m'a vraiment permis oui, ça faisait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces gens qui sont là en parallèle et de pouvoir vivre et bien sûr de se rendre compte de plein de choses. Mais oui, à part d'avoir brassé avec Marion pour tester des kits de brassage, non, j'ai pas de carrière de brasseuse derrière moi, absolument pas. Bon, c'est l'heure de passer au meilleur moment du podcast, la dégustation. Du coup, aujourd'hui, Chris et Eva, vous êtes venus avec justement des bières, parce qu'on est aussi là pour parler de la brasserie Coup, qui est juste sous nos pieds. Donc toi, Chris, c'est là où tu passes la plus grande partie de tes journées. Et toi, Eva, tu es très investie aussi, parce que tu t'occupes de toute la commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous parler des bières que vous avez apportées? Enfin, que Seb va nous apporter. Super. Donc la Steen Et comment tu vas avec lesquels? La Q-Light. Plutôt Q-Light? Oui, je pense, on peut. Je les mets face cam. Pour nos auditeurs qui nous regardent. Attends, du coup, moi j'arrive avec la dégustation pour aller avec. Ah, mais voilà, c'est ça qui est génial, d'avoir les deux ensemble. Quoi va avec quoi comme bière Ouais, c'est vite répandu, quoi. Donc, on commence avec Q-Light. Oui, du coup, pour les auditeurs, on précise qu'il y a devant nous, du coup, les 2 bières, un guacamole avec des tortillas et un fondant au chocolat. Et maintenant, il faut trouver quelle bière va avec quelle mets. Je pense que, connaissant Eva et Chris, ils devraient réussir l'exercice. Mais peut-être que vous pouvez nous parler tout de suite un petit peu des bières.
Donc, c'est 2 bières issues du premier batch, en fait, des 6 premières crews qui sont sorties tout début novembre. Oui. Voilà, donc je te laisse, Chris. Non, mais c'est en fait de pouvoir ouvrir ces canettes-là aujourd'hui, c'est incroyable pour nous parce que c'est un travail de monter une brasserie, c'est énorme comme travail. Et en fait, voilà, là, on est juste les 4. Mais derrière, j'ai envie de dire, il y a tout l'ensemble de Coca qui était impliqué. Il n'y a pas un département qui n'a pas eu droit à aider pour cette brasserie. Et ça, c'est génial de pouvoir... C'est un gros moment pour nous. Ouais. Il y avait beaucoup de questions autour de la machine à café. C'est quoi la première bière? Donc, maintenant, elles étaient attendues, c'est bien. C'est là, et donc... Génial. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on déguste? Alors la là, Q-Light. Oui, c'est la Q-Light, donc c'est une American Light Lager. Donc, moi, je vous parle juste de la couleur, après je laisse parler de Chris plus du détail, mais dans le sens, moi je suis absolument émerveillée par les couleurs. Mais l'ensemble de couleurs de bière de Chris, pour moi, c'est quelque chose oui, c'est vraiment quelque chose qui pour moi ressort dans ta signature de brasseur. C'est super belle couleur. En plus de tout le reste que je trouve très bon, mais c'est quelque chose qui me frappe, ouais. C'était quoi l'idée derrière de brasser ce style de bière, Chris? Genre, cette style de bière, c'est genre, moi, je deviens un peu un vieux brasseur, et cet chemin, ça m'a fait rentrer à des choses simples presque. Puis ça, c'est une bière de soif super simple, inspirée par moi, j'imagine en étant dans une dive bar aux États-Unis, puis t'as l'écran de sport tout de côté, puis et puis une bière qui boit toute seule comme ça. Donc là, on a une bière super light, brassée avec le maize et le flocon de riz là-dedans. Et ça, c'est ça, c'est souvent regardé dans le mauvais sens parce qu'on a plein de grands brasseurs qui utilisent ça pour réduire leurs coûts et tout ça. Mais en fait, ça sert à quelque chose fonctionnel dans le bière parce que ajouter des céréales comme ça coupe la protéine, ça rend le bière plus facile à boire et aussi ça donne la possibilité de donner une couleur super comme ça. Je suis presque... Si on fait le parallèle, c'est comme une chasse là, quelque chose presque au niveau couleur. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça dans un verre à vin. Je sais pas si on voit la caméra, mais dans le doute, je montre. Voilà. Mais ça, c'est souvent... c'est pas souvent qu'on boit une American Light Lager dans un verre de vin, mais... Tout à fait, mais voilà, nous, on respecte vos produits. Ouais. Un verre de dégustation. Voilà. Ça, c'était un grand challenge aussi parce que ça faisait la deuxième bière qu'on a brassée sur l'équipement en bas. Et puis, je pense que je n'ai pas rendu compte des difficultés que j'ai mises sur moi-même jusqu'au moment que j'ai commencé à brasser parce que nous, en fait, on a choisi plein de matériel, un peu avec l'idée de... avec moins d'influence sur le process, on fait tout le bière dans une unitank, c'est-à-dire on brasse la bière et ça reste dans la même cuve jusqu'à le moment de mise en canette, mise en feu, qui demande un grand travail dans la cave parce qu'on n'a pas la possibilité de transférer, on n'a pas une centrifugeuse, on a plein de choses comme ça et c'est une limitation, mais souvent on bosse bien avec les limitations. Mais là, toute la couleur, toute la clarité qu'on a dans la bière, c'est avec le temps, ça prend le temps de reposer tout ça. Ça me manque des fois d'avoir pas une centrifugeuse de tomber, et puis avec ça, c'est pile poil, tout comme ça. Mais là, on est plus content sur la nature de la levure qui va reposer toute seule, qui va prendre forme dans la cuve et tout ça. Et puis ouais. Donc le but, il y a toujours des choses à améliorer en pensant que ça c'était la deuxième bière qu'on a déjà fait et puis il y a toujours les idées pour s'améliorer à faire des choses bien de la suite. Et puis, ouais. Bon, en tout cas, c'est une super jolie bière, moi j'aime beaucoup, je pense que c'est assez agréable de boire une bière un petit peu légère comme ça, mais qui est bien faite, pardon. Bah, évidemment, je parle à Chris qui est le brasseur, mais vraiment, je pense qu'il y a quand même un beau travail qui est réalisé sur cette bière.
Et Jean nous a apporté de quoi grignoter avec. C'est clair que c'est vraiment une super jolie bière pour l'apéro, tout simplement. Bien, oui. Et puis vu que j'avais déjà eu la chance de les goûter il y a 2 semaines avec toi, Chris, je passais voir la brasserie et tu m'avais expliqué du coup le processus de fabrication et je me suis dit ce serait parfait avec justement dans l'idée un peu du dive bar, les nachos et le guacamole maison. Donc si vous voulez goûter, allez-y. Donc on tape dedans. Oui, On peut y aller, ouais. Oui, c'est aussi Faut une juste bière. Elle a faut, du faut corps, mâcher un petit peu en dehors des micros parce que ça gêne nos auditeurs. Voilà. Crunch, crunch. Surtout ces chips. Surtout les nachos, oui, là, c'est vrai que j'ai pas fait de cadeau aux auditeurs avec ça. On va tester, ouais. Testons cet accord. Et les chips sont à base de quoi? C'est du maïs violet. Ah, ok, cool. Ouais, maïs violet et petit guacamole maison. Ouais. Non, bien. Non, c'est une bière qui tient. Elle est tellement ronde, avec le côté piquant. Elle va pouvoir... Ça croustille beaucoup. Ouais. C'est le principe Mais c'est de chouette, c'est le principe de la- Ça vous de plaît, la- d'accord de la nachos. Oui, oui. Ouais, Super bon. Est-ce qu'on passe à la deuxième, Faut la peut-être deuxième reprendre des bière verres. Ouais. Alors, je vais l'ouvrir. Comment on Peut-être fait qu'on pour peut, on peut peut-être avoir un petit seau ou Un deuxième verre. ou quelque chose pour vider nos verres. le deuxième verre peut-être? Ouais, Ou un deuxième verre, c'est tout cool, comme ça simplement. on peut comparer. J'y vais. Yes. Donc la Et deuxième du coup, bière, la Stine, est-ce que enfin, l'un ou l'autre, comme vous voulez, mais quelqu'un peut nous expliquer un petit peu ce qu'est cette bière et son histoire. Aussi son histoire pour nous. Elle a une ouais, petite Ouais. signification. elle a une place particulière dans nos cœurs, dans nos souvenirs. C'est une bière qu'on a... En fait, voilà, Chris la connaissait depuis longtemps, le style, hein, ça c'est une chose, mais on a fait un mini voyage avec un petit bout de l'équipe crew ce printemps dernier. Et il nous a amenés à Prague. Et à Prague, c'est une ville où la bière, pour ceux qui ont déjà été, elle est omniprésente et dans je dirais, une incroyable simplicité. Et juste, voilà, à nouveau, pour revenir sur ces convivialités et allier nourriture et bière. Donc souvent, la carte de bière, elle est très simple. Il y a 4 positions dessus. C'est une bière de couleur dorée, une bière de couleur foncée, mais pas forcément des bières lourdes. Et encore la même version, juste à verre de mousse. On peut juste commencer commander la mousse de bière. Donc... on a passé vraiment 2 jours inspirants à Prague et c'était presque une évidence avec aussi une passion qu'on partage avec Chris et au plus large avec l'équipe pour des bières qui sont pas forcément fortes mais qui sont savoureuses et équilibrées et que justement sont ces bières qu'on peut boire sans penser ou avec pensée. Donc je laisse expliquer un peu plus Chris sur le style. Ouais, moi, j'ai une forte mémoire d'être dans cette bière-là, la République tchèque, et puis le serveur qui sont venus avec le plateau, comme ça, puis t'as toujours... Ouais, ça me fait rêver, c'était chouette de partager ça avec l'équipe. Puis ouais, la bière, c'est donc une dark lager. C'est une dark lager français, puis inspiré par le tchèque. Puis on a fait vieux style, on a fait une décoction, tout ça, style tchèque, sauf qu'on a séparé le jus de malt torréfié, on a ajouté ça plus tard dans le process d'empêtage filtration pour pas avoir en fait les choses un peu plus amères, un peu plus astringent. On a voulu réduire ça au plus possible. Et puis en gros, c'est une bière qui sert à boire à la chope, et puis avec une belle mousse et tout ça, c'est pour rêver de la culture tchèque ici à Bussigny. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas forcément des bières noires comme ça qu'on peut boire à toute heure entre guillemets, qui sont un petit peu. Enfin, c'est souvent une bière noire de base et tout de suite plus forte en alcool, plus maltée.
Là, on a quand même une bière qui est hyper fluide. Enfin, il est pas très tard dans la matinée. Ouais. Et ça va très bien. Voilà. On n'est pas obligé de boire trop de café le matin. Finalement, une stine, ça passe très bien. Et d'ailleurs, je crois que Jean a apporté de quoi vraiment faire un joli petit déjeuner ou un goûter. Petit déjeuner, il est Petit encore déjeuner. tôt. Non, du coup, c'est un fondant au chocolat au beurre salé. Parce que les origines françaises font que le beurre salé reste la vie. Non, mais c'est cool. C'est ce genre de type de bière aussi que je pense c'est pas la dernière qu'on a vue que chez Crew, parce que c'est des bières voilà, qui représentent toute une famille finalement. C'est ce que tu disais, Marion. Souvent, on pense bière foncée égale bière lourde, et c'est pas le cas. On en trouve voilà, dans d'autres nuances de couleurs encore, mais moi, je pense que c'est un joli terrain de jeu, les bières à l'aspect plus foncé, mais pas forcément lourd. Et du coup, Eva, toi, tu as créé Cubir en 2017. La suite logique, c'était un petit peu de t'investir dans une brasserie, dans la production. Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu cette idée de créer une brasserie dans les sous-sols du QG? Alors ça, c'est en fait c'est vraiment lié avec l'histoire du bâtiment, du QG. En soit qu'à la base, c'était un bâtiment qui, avec l'idée de vraiment tout regrouper, tout l'univers Coca sous un même toit. Et avec ça fait de nombreuses années que les premiers plans sont sortis. Aussi, la taille du terrain, il y a plein de choses, plein de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, ce bâtiment, il pouvait plus, c'était pas réalistique de vraiment tout héberger ici. Donc, il y avait eu ce choix que pour la logistique, on va trouver une autre solution. Et du coup, l'espace initialement prévu pour la logistique, d'un coup, il est devenu libre. Et je me souviens, on avait fait un brainstorming. Et à un moment donné, voilà, un peu comme ça, lors de ce brainstorming, voilà, on lève la main, on dit pourquoi peut-être faire une brasserie. Et c'était une idée qui était chouette parce que du coup, elle a dû toucher la salle. Je me souviens, on était dans nos anciens bureaux, la salle était vraiment plein, il y a plein de monde dedans. On était à côté de moi, il y avait Benoît, Mr. Q-Wine, et on lève la main, on dit une brasserie, et ça a fait quelque chose dans la salle. Il y avait comme une étincelle qui est passée. Et donc, après, voilà, c'est simple. On peut dire que ça n'a jamais été aussi simple de lancer l'idée d'une brasserie et d'en faire une. Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment chaque département chez Coca qui a amené quelque chose qui a fait que c'est devenu réalisable. Et aussi, c'est surtout, quand on a ce genre d'idée de monter une brasserie, il faut quelqu'un qui prend soin de l'idée. Et dans notre cas, c'était Benoît, donc Mr. Q-Wine, qui a vraiment pris cette idée sous ses ailes et qui l'a portée et qui l'a fait grandir. Donc, je dirais c'est beaucoup à cause de ce quelqu'un qui a donné une chance à cette idée. Mais à la base, c'était une continuité chouette aussi de notre activité de Cubir. On a lancé le site, et le site de Cubir, c'était d'ouvrir une plateforme dédiée à la bière artisanale. C'est venu une évolution de notre activité vin. Donc, en fait, tout était dans la continuité, finalement. Donc, et toi, ça représente quoi de commercialiser des bières que tu peux suivre, en fait, depuis le début du processus? Je veux dire, la brasserie, elle est juste sous nos pieds. Chris, tu as contact avec lui régulièrement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à vendre des bières d'autres brasseries? Je veux dire, en tant que... toi, dans ton métier d'acheteuse, disons. Moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu avec d'autres brasseries, vu qu'on est vraiment en étroite collaboration avec des brasseries. Cet attachement à la production, ou aussi peut-être on a eu des brasseries qui ont brassé des bières chez d'autres brasseries, et après ils ont passé à leurs propres installations, l'ouverture de leur propre brasserie. Du coup, en fait, tout ça, c'est des expériences que j'ai pu vivre avec des gens qui ont eu je dirais un lien différent, mais c'est surtout un lien qui permet un suivi de qualité qui a un niveau supérieur. On a réduit énormément aussi tout ce qui est délai de transport, tous des moments cruciaux. Du coup, on a une autre maîtrise dessus, ou aussi tout simplement on a pu les raccourcir. Donc, je dirais d'un point de vue là, c'est pas quelque chose de complètement nouveau pour moi.
moi, je traite chaque bonne bière de la même manière. C'est vraiment pas que je classe notre brasserie à un autre niveau que... Voilà, je vois ça très équitablement. Mais c'est pour moi, ou pour l'activité bière au sein de Coca, c'est hyper enrichissant d'avoir un brasseur comme Chris avec nous. Donc, personnellement, pour moi, c'est un peu égoïste, mais moi, je profite beaucoup parce que ça a donné un axe supplémentaire ou que j'ai pas besoin de demander très loin ou de chercher trop loin. J'ai ma source. Ça facilite le travail. Source, si on doit résumer. qualité à proximité. Et pour moi, pour mon intérêt que j'ai dans tout ce qui est bière et brassé, ça c'est super chouette pour moi. Et toi, Chris, en fait, tu es le premier brasseur. J'imagine que tu as déjà brassé dans des brasseries où il y avait déjà des recettes et des core range qui étaient déjà existants. Là, tu lances une brasserie aussi. Est-ce qu'en tant que brasseur, c'est... Est-ce que c'est une belle expérience? Moi, j'imagine que c'est toi qui vas donner le ton, en fait, et le style en tant que brasseur. Quand tu lances une brasserie comme ça représente quoi pour toi? Pour collaborer avec Q-Beer et tout ça? Non, en tant que, si tu veux, en tant que brasseur, c'est toi qui va donner le ton, c'est toi qui crée les recettes. C'est quand même, j'imagine, plus challenging que quand tu arrives dans une brasserie où il y a déjà des recettes existantes. Mais en fait, c'est pas ma première fois pour faire ça. Genre, c'est quoi le... Ouais, deuxième brasserie qui commence à zéro. Mais j'ai toujours eu un peu de carte blanche avec chaque poste que j'ai engagé. Genre, il y a toujours la flexibilité de créer quelque chose de nouveau et puis expérimenter un peu. Mais ça, j'ai pas peur. Genre, mais c'est aussi, j'ai beaucoup d'expérience à passer avec Q-Beer et tout ça. Je sais exactement les qualités qu'on doit faire pour passer le cap pour être accepté. Je crois, même si on était impliqué là-dedans, il y a toujours, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Eva va vite me dire qu'il y a quelque chose à faire mieux. Je pense qu'on est les deux avec Chris, on est super critiques. On est vraiment, on veut que le meilleur. Donc, et on est... Je dirais dans la bière, on peut peut-être, dans toutes sortes, on peut avoir un peu des gens qui s'intéressent pour la même chose ou qui sont actifs dans la même chose, dans le même milieu, mais qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, avec Chris, je pense on peut dire on est sur la même longueur d'onde. On a un peu les mêmes idées, les mêmes définitions pour certains paramètres. Et du coup, ça, Crew, en fait, elle s'intègre parfaitement dans l'activité bière qu'on avait déjà jusqu'à présent. Super. Chris, pour le moment, Crew, du coup, tu proposes des séries de bières qui sont renouvelées tous les mois. Donc, ça fait quand même beaucoup de brassins différents. Comment tu trouves l'inspiration? Ça dépend. Genre, surtout les premières vagues, c'était inspiré un peu par des styles qui sont faciles à boire, par le voyage, par la culture, par moi qui envisage de faire rêver l'espace de QG. J'imagine chaque bière, je peux partager avec quelqu'un et puis avoir cette connexion que j'ai eue autre part, la bière qui reste dans le verre et la conversation qui est le plus engageant. Et puis, je peux regarder à la bière quand je veux. Ça, c'est un peu les lignes droites entre chaque canette qui est sortie sur la première vague. Mais on va grandir sur ça, on va prendre le retour de gens, on va forcément voyager un peu, rendre un peu la culture. On va sûrement inviter des brasseurs parce qu'il y a une jolie symbiose qu'on a avec Q-Beer. On fait le truc enrichissant de le monde de la bière, c'est le fait d'être autant ouverte, de collaborer avec les gens. Parce que c'est comme ça aussi que tu trouves l'inspiration. Exact. C'est sûr. Si je rentre sur le truc, si 100 brasseurs la même recette, ça va sortir 100 bières différentes. Mais la même chose, pour faire collaborer avec les gens, on parle de process. Peut-être il vient, mais nous on fait comme ça, mais ça sort comme ça. Mais si vous faites comme ça va sortir différent. Et puis on collabore comme ça et on trouve de nouvelles façons de faire. Et puis, si j'imagine le monde de la bière en 2012 jusqu'à maintenant, c'est explosé en qualité grâce à cette idée d'être autant d'ouvert. De faire des collabs. Exact, ouais.
Trop bien. Bah, le Ouais. partage, oui, le partage de savoir, généralement, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire évoluer les... Exact. Et puis, on n'est pas cette mentalité un peu fermée. Mais c'est vrai, certaines cultures, certains brasseurs de bière sont un peu plus fermés Oui. pour protéger et tout ça. Mais globalement, c'est très ouvert. Beaucoup de partage, beaucoup de... Du brassage en s'améliorer. open source. Ouais. Une belle communauté. Exact, ouais. Mais justement, parlant de communauté, Crew, c'est aussi une brasserie un petit peu spéciale, parce que c'est la première tokenisée d'Europe. Moi, on va pas parler de tokenisation ou de blockchain dans cet épisode. Vous pouvez aller écouter l'épisode de notre autre série de podcasts En Vrai, qui a donc un épisode dédié à la tokenisation. Je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, j'aurais préféré qu'on aborde un petit peu la question communautaire, en fait, dans la mesure où on a évidemment Coca à sa communauté. On a aussi une communauté bière, et aujourd'hui, avec cette brasserie tokenisée, Crew a aussi sa communauté d'investisseurs, tout simplement. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Mais une brasserie, c'est rien sans communauté. Genre, les civilisations existent grâce à l'agriculture autour de bière, autour de faire du pain et tout ça. Et c'est vrai, même dans la vie moderne, une brasserie, ça n'existe pas sans cette communauté forte qui fait le volume, qui fait passer la bière, genre, partage, s'améliorer. Puis ça, c'est vrai. Quand j'ai décidé d'être engagé dans ce projet, c'était ça le point fort. L'idée d'échanger avec cette forte communauté, c'est le rêve, quoi, comme brasseur. Genre... C'est stimulant pour toi de brasser aussi pour cette communauté et de viser à satisfaire leur palais, qui était présente avant même que les bières sortent, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est une pression aussi, mais des fois on bosse bien avec les pressions, quoi. Oui. Ouais, la pression se transforme en stimulation. Ouais, et si tu devais brasser qu'un seul type de bière, ce serait quoi ? Oh. Et pourquoi ? C'est une question dure. Hein. T'es pas obligé d'y répondre. Tu peux aussi dire. Mais vraiment, si tu dois choisir un seul style, ce serait quoi ? Ça dépend le jour. Genre, le jour un peu plus nuageux, comme ça, j'imaginons. Je peux être très content à brasser une bière noire azotée, genre faite pour boire. Mais la bière, genre, on va pas forcément faire ça ici, mais la bière avec le brett là-dedans, qui évolue avec le temps, ça c'est aussi intéressant parce que tu peux brasser la même chose, mais ça a évolué sur des vieillissements en canette, en barrique ou en bouteille. Peut-être quelque chose dans ce genre. Ou peut-être un mélange de deux, une bière noire foncée qui est brettée, je sais pas. Mais difficile à dire que c'est pile poil ça. Ouais. Eva, toi, t'as une idée si tu devais proposer une seule bière pour la communauté ? Ce serait aussi quelque chose avec des brettes, qui est une bactérie, hein, si jamais, pour les auditeurs. Du coup, oui. Ouais. Alors, en fait, je trouve la question, elle est hyper dure parce qu'en fait, non, elle est dure parce qu'en fait, du coup, on réduit quelque chose à une seule chose, alors que justement, c'est tout sauf ça. La bière, c'est justement tout ça avec tous les pixels de style et tous les pixels de couleur et tout. Donc, c'est très dur, mais c'est clair, à la toute fin, moi, j'ai un coup de cœur pour ce genre de bière et ça s'invente pas. C'est vraiment que elle est là. Et elle se fait sa réputation et elle est appréciée par plus en plus de gens et qui devient genre un classique d'une brasserie. Donc, c'est ce genre de bière que si voilà, je peux vous citer, peut-être c'est la soupe de Garage Beer à Barcelone. C'est une bière, elle était brassée comme une autre, mais quelque chose qui a fait que elle est devenue quelque chose. Ouais, comme une bière culte, genre. Ouais. Et je crois que c'est ça, ce que je me souhaite peut-être pour notre brasserie, parce que oui, qu'un jour, mais ça se planifie pas, ça va venir ou pas, et que du coup, c'est là où je me dis, ça sera cette bière-là qui touche vraiment un gros nombre, toute cette communauté qu'on a parlé, et c'est ça le plus chouette en fait, à un moment donné, de vraiment pouvoir toucher les gens avec plusieurs bières, certes, mais peut-être aussi une un peu particulièrement. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à Crew. Et longue vie à cette jolie brasserie. Merci d'avoir été là. Je crois qu'on va devoir libérer le Stamm pour le service de midi. Donc, on va s'arrêter là. Mais la discussion aurait pu continuer encore.
Donc un grand merci de nouveau d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Comptoir. Et en attendant, santé et bonne app. Santé. 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 Merci pour l'invitation.